Je vais laisser la parole à Ron Cameron, qui est le chef de la division développement nucléaire de l'AEN et qui est le superviseur, celui qui a supervisé le rapport fondateur, en quelque sorte, de l'économie de la durée d'exploitation, dont Jean-Guy a présenté plusieurs pages ici et qui a été publié en décembre 2012. Ron Cameron nous fait l'amabilité de s'exprimer en français parce qu'il est parfait francophone. Il va donc nous exprimer son message principal. Merci Yves et bonjour à tous. Je voudrais ajouter quelques mots sur les aspects économiques de la décision de prolonger la durée d'exploitation d'un réacteur. Dans le cadre de notre étude publiée en 2012, nous avons calculé les coûts moyens actualisés de l'électricité produite dans divers pays avec des réacteurs dont la durée de vie a été prolongée. En les comparant aux autres choix, par exemple un nouveau réacteur, le gaz, le charbon, etc. On a noté que les coûts en France étaient les plus chers, comme Jean-Guy l'a déjà présenté. Et dans ce contexte, il y avait une discussion hier concernant les coûts aux États-Unis, où ils sont dans la même transparence, environ $750 par kilowatt, assez proche du niveau de la France. Néanmoins, et malgré le niveau des coûts, en principe, la prolongation de la durée de vie est une décision bien justifiée par rapport à des critères économiques. Mais il y a des hypothèses sous-jacentes qui ne sont pas toujours évidentes, spécialement celles qui concernent le fonctionnement des marchés de l'électricité. Bien entendu, la situation aux États-Unis constitue un cas difficile à cause de la concurrence du gaz de schiste. Tant que le prix de gaz est inférieur à $5 par MBTU. Heureusement, nous avons vu ce prix augmenter récemment à un niveau où le nucléaire devient plus compétitif. Quand même, l'exploitation d'un réacteur dans les marchés américains reste difficile à justifier pour les électriciens qui ne possèdent qu'un seul réacteur, comme le cas de Kewaunee et bientôt Vermont Yankee l'a démontré. Il manque la capacité qui existe en France à partager des ressources, de la formation et de la maintenance. Mais même avec un parc de centrales, la compétitivité dépend fortement des effets systémiques des énergies renouvelables intermittentes, comme les tarifs fixes, la priorité d'accès au réseau et l'effet conséquent sur la disponibilité des énergies de base. Ces effets incluent la diminution du facteur de charge lié au besoin de suivre la charge. Comme tout le monde le sait, la forte chute des prix de gaz dans les marchés libéralisés a fait baisser la rentabilité des exploitants. En plus de ça, on doit tenir compte des coûts liés aux besoins réglementaires, soit associés à la prolongation de la durée de vie, soit résultant des améliorations post-Fukushima. Tous ces effets illustrent que la décision de prolonger la durée de vie fait appel à multiples facettes. Et donc, la réponse va dépendre des circonstances spécifiques à chaque exploitant.
Surtout les électriciens doivent prendre cette décision en gardant l'œil sur deux choses qui sont difficiles à prévoir: l'évolution des marchés de l'électricité futurs et les politiques nucléaires. Merci d'avoir souligné ce point de l'importance des marchés locaux d'électricité sur la question économique. Je vais passer la parole à Yves Giraud, qui a EDF et le directeur de l'économie de la production et stratégie industrielle, qui rapporte à ce titre, je crois, à Hervé Macheneau. Je souligne aussi qu'Yves Giraud est un homme de terrain parce qu'il est ingénieur et, sauf erreur de ma part, il a participé à la construction des centrales de Chooz et de Civaux. Je lui passe la parole. Merci Yves. Écoutez, pour rester dans les 5 minutes imparties, ou essayer d'y rester, 3-4 messages clés. D'abord, le premier, c'est ce que je retiens de l'excellente étude AEN qui vient de nous être présentée par Ron Cameron. Premier message, c'est que tous les électriciens dans le monde, chaque fois qu'ils le peuvent, prolongent leur réacteur, à quelques exceptions près, qui se comptent sur les doigts d'une main, hein, grosso modo. Voilà. Alors, ils le font dans des environnements réglementaires différents, dans des marchés différents, avec des technologies différentes, certes, mais il y a toujours une constante. En général, à quelques exceptions près, l'intérêt économique majeur de prolonger le réacteur. Alors ça, c'est dû à quoi? C'est dû au profil économique tout à fait particulier du nucléaire, et je pense que ça vaut le coup qu'on s'y arrête 2 secondes. Le nucléaire, économiquement parlant, c'est assez cher à construire, il faut le reconnaître, mais relativement peu cher à exploiter. Au contraire, par exemple, d'un cycle combiné au gaz, qui est moins cher à construire, mais qui peut, selon le prix du gaz, devenir très cher à exploiter. Voilà. Donc ça veut dire que quand le cycle combiné au gaz peut devenir hors marché, ce qu'il est en Europe, et c'est un drame du reste, eh bien, le nucléaire, lui, reste beaucoup plus robuste. Donc on a intérêt, encore une fois, sauf quelques rares exceptions, à exploiter ce nucléaire aussi longtemps que possible. Deuxième message clé, c'est que nous avons un parc en France. Et ce parc, ça n'est pas la collection, l'addition d'objets isolés. C'est un parc, une flotte, avec son histoire, avec sa standardisation, sa capitalisation, son extraordinaire capitalisation du retour d'expérience de construction et d'exploitation d'un palier à un autre, d'une tranche à une autre, d'une année sur l'autre, d'un examen de sûreté à un autre, etc. Voilà. Et c'est un parc maillé dans le système électrique, avec en particulier le 400 kV qui s'est construit en même temps que le parc et enraciné dans des territoires et dans des territoires que le nucléaire fait vivre. Voilà. Donc c'est un objet vivant en quelque sorte. Et d'une certaine manière, le premier avantage de ce parc nucléaire existant, j'ai envie de dire, c'est qu'il existe. Voilà. Il existe avec... alors certes, il lui faut quelques travaux, hein, dont Ron Cameron a dit qu'ils étaient quand même assez chers. Bon, ok, il lui faut quelques travaux, mais l'avantage de ce parc, c'est que la vente continue pendant les travaux. Voilà. Donc ce parc existe, nous en sommes en quelque sorte les héritiers. Il répond bien au-delà de ses promesses initiales. Il délivre une énergie considérable, 400 milliards, plus de 400 milliards de kilowattheures par an, avec une électricité compétitive qui fait de l'électricité française une des moins chères en Europe, 30% moins chère que dans la moyenne des autres pays européens. Une énergie décarbonée, ça a été dit, qui fait de l'électricité française une des plus décarbonées que d'Europe, 5 fois moins carbonée que l'électricité allemande par exemple, qui participe à l'indépendance énergétique de notre pays, etc. Voilà, et qui tire un pan entier de notre industrie et qui en a fait le 3e secteur industriel français après l'aéronautique et l'automobile. Donc, pour toujours rester sur un terrain économique, on a beaucoup d'externalités, les économistes appellent ça des externalités, beaucoup d'externalités positives du nucléaire. Et prolonger le parc existant, au regard de tous ces différents critères, c'est évidemment la meilleure solution économique. Alors, 3e message, pour s'en tenir au strict coût de l'électricité, parce qu'il y a des chiffres qui ont été cités, le parc existant en France produit une électricité
aux environs de 55 € du mégawattheure. C'est le chiffre public de la Cour des comptes dans ce rapport de janvier 2012. Et c'est un coût économique complet, tout compris, qui comprend l'investissement initial, le combustible, bien sûr, l'exploitation, les charges futures de déconstruction, de stockage des déchets, et y compris ces fameux travaux de maintenance et les 55 milliards d'euros dont on a souvent parlé. Voilà. Ce coût, il est relativement robuste et stable dans le temps, et c'est là aussi un des avantages du nucléaire. Alors, ce coût, il est à comparer à quoi? Il est à comparer au coût complet de production des autres moyens. Grosso modo, là, vous tombez sur une fourchette de 70 à 100 € du mégawattheure pour du thermique à flamme, au charbon ou au gaz, en fonction du prix du combustible et du prix de CO2. C'est aussi une fourchette qui est valable pour l'éolien terrestre, qui est racheté aujourd'hui à 85 € du mégawattheure, même si l'éolien produit des services bien différents compte tenu de son intermittence, et bien plus de 100 € du mégawattheure pour l'offshore, qui est aux environs de 200, pour le photovoltaïque, qui est aux environs de 300 € du mégawattheure lorsqu'il est intégré sur la toiture. Voilà. Donc vous voyez que vous arrivez à quelque chose qui est 5 fois, jusqu'à 5 fois plus cher que le coût complet du parc nucléaire existant. Voilà, donc prolonger le parc existant, c'est ce qu'il y a de moins cher pour nous tous producteurs, mais pour nous tous aussi clients quelque part, et donc pour la collectivité. Et en conclusion, bien sûr, je m'empresse d'ajouter que ça ne nous empêche pas, et ça ne doit pas nous empêcher de préparer le futur. Ce que EDF fait, tant sur le nucléaire avec Flamanville 3 que dans les ENR avec notre filiale EDF Énergie Nouvelle et avec beaucoup de programmes de R&D. Voilà. Bien au contraire, ce parc existant, d'une certaine manière, qui délivre encore une fois cette énergie compétitive, décarbonée, participant à l'indépendance énergétique, etc., et pourvoyeuse d'emplois, nous aide d'une certaine manière à préparer le futur et nous donne le temps de préparer ce futur. Voilà. Et donc nous avons, j'ai envie de dire, une très belle écurie de chevaux qui sont des chevaux de course, qui ont encore une longue durée de vie devant eux. Et nous avons aussi dans l'écurie pas mal de petits poulains qui grandissent et qui ne demandent qu'à grandir. Merci Yves Giraud pour cet exposé. Je passe la parole à Raphaël Berger qui a rejoint Areva en 2009. Qui est aujourd'hui le directeur de la stratégie au sein du groupe. Je dirais aussi que Raphaël Berger est diplômé du MIT et qu'il a travaillé au sein d'un fonds d'investissement américain spécialisé dans l'énergie, ce qui va beaucoup nous aider dans ce débat. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci beaucoup de me permettre d'intervenir au nom d'Areva. Donc Areva qui fournit des solutions pour permettre la modernisation et l'exploitation des réacteurs nucléaires dans la durée, alors qu'il fait en fournissant des technologies, des services à plus de 250 réacteurs dans le monde. Je crois que Philippe Neureux l'a évoqué hier, et c'est cette expérience internationale que je souhaiterais partager avec vous aujourd'hui. Alors, presque tous les intervenants jusqu'à maintenant l'ont rappelé, je vais le dire à mon tour, un peu partout dans le monde, les électriciens, autant qu'ils le peuvent, effectivement, envisagent et commencent à mettre en œuvre les investissements pour exploiter leur parc nucléaire au-delà de 40 ans. Et sans rentrer dans les détails, parce que le temps m'est compté, ça dit deux choses. D'une part, que ce fonctionnement au-delà de 40 ans est tout à fait envisageable sous réserve de la mise en œuvre de ces travaux, et que le principe de ce fonctionnement dans la durée est accepté par les autorités de sûreté, y compris les plus exigeantes, certaines, ça a été dit aussi, envisageant de prolonger jusqu'à 80 ans, je pense à la NRC. Alors dans ce contexte-là, Areva a une expérience particulièrement riche et internationale, parce qu'on a participé et on continue de participer à ces opérations de modernisation en fournissant des composants de rechange, notamment des générateurs de vapeur, la modernisation du contrôle-commande, des services d'inspection, des services d'ingénierie pour permettre d'instruire les demandes de renouvellement des licences d'exploitation.
on a une expérience assez riche, et elle est particulièrement riche aux États-Unis. L'exemple américain a été abordé un certain nombre de fois aujourd'hui déjà. Je souhaiterais apporter un regard supplémentaire sur cet exemple américain. Areva compte à peu près 5000 personnes en Amérique du Nord, et nous avons travaillé sur les demandes de renouvellement de licence d'à peu près la moitié du parc aujourd'hui. Alors cet exemple américain me paraît intéressant et instructif à un certain nombre de titres. D'abord parce que le parc américain est plus ancien que le parc français, et à ce titre on peut bénéficier de ces quelques années d'avance sur les problématiques d'exploitation dans la durée. C'est aussi un parc qui est très significatif, à une centaine de réacteurs en exploitation, et un parc qui est particulièrement divers d'un point de vue technologique, des réacteurs à eau pressurisée, des réacteurs à eau bouillante, de 4 constructeurs différents. Et enfin, c'est un parc, et ce sont des exploitants nucléaires qui sont exposés à des situations de marché qui sont là aussi variées, puisque certains sont exposés à des marchés régulés de l'électricité, et d'autres vivent des situations de concurrence. Et ce qui est intéressant dans ce contexte américain particulièrement instructif, c'est que l'ensemble des exploitants nucléaires voient l'intérêt économique à exploiter le parc dans la durée. Ces 73 réacteurs qui ont déjà obtenu une licence jusqu'à 60 ans d'exploitation, et pour ainsi dire la totalité des autres exploitants qui se posent sérieusement la question ou qui ont déjà demandé le renouvellement de leur licence, le passage à 60 ans. Alors effectivement, un certain nombre d'exemples ont été évoqués de réacteurs qui ont connu des difficultés. Il y a 4 ou 5 réacteurs, je crois, qui ont annoncé leur fermeture prochaine en 2013. Je pense qu'il faut bien voir que ces décisions de fermeture ont été prises pour des raisons très spécifiques. Alors pour certains réacteurs, c'était des contraintes techniques qui induisaient des besoins de travaux qui rendaient l'opération absolument pas économique. C'est aussi pour, on a parlé de Kewaunee et de Vermont-Yankee, des situations de marché intenable pour les exploitants, mais je pense qu'il faut voir effectivement que ces situations sont à la fois spécifiques à ces réacteurs et spécifiques au marché américain. Spécifiques à ces réacteurs parce que par exemple les 2 qui ont été cités étaient effectivement des réacteurs qui est exploités sur des sites uniques, des réacteurs de relativement petite taille, et le contexte des gaz de schiste qui a été évoqué, qui tire vers le bas les prix de l'électricité, couplé à un contexte économique difficile et une croissance de la demande en électricité qui est relativement molle. Voilà, tout ça, ce sont des circonstances qui sont spécifiques aux États-Unis et dont on n'attend pas a priori qu'elles se propagent dans le reste du monde, notamment en Europe. Deuxième enseignement qu'on peut tirer de l'expérience américaine, qui est une question de visibilité. Et là, je vais contraster sans évidemment prendre position, mais la capacité à se projeter dans le cadre de ces investissements sur un temps plus long, sur une durée de 20 ans plutôt que sur une durée de 10 ans, est favorable de manière mécanique et évidente à une prise de décision positive dans le cadre de ces modernisations. Ça c'est tout à fait évident, et c'est une visibilité plus longue qui sert l'électricien en tant qu'investisseur, mais cette visibilité, elle est nécessaire à l'ensemble des acteurs de la filière nucléaire dont Areva est partie, et pour accompagner nos clients dans la durée, nous avons besoin de visibilité pour moderniser notre outil industriel. Donc voilà, pour conclure, je dirais 2 idées sur la pertinence économique et sur l'opportunité économique de ces travaux de modernisation pour permettre l'exploitation dans la durée. D'une part, Yves Giraud l'a rappelé, un parc existant a le mérite d'exister, et dans le contexte économique actuel, permettre à l'existant d'exister le plus longtemps possible est une idée particulièrement intelligente et pertinente. Et deuxièmement, ces travaux de modernisation, c'est aussi l'occasion, on a parlé des problématiques de performance et de compétitivité dans un certain nombre de marchés. Ces travaux sont aussi l'occasion de se soucier de la performance, de l'améliorer, de réduire les coûts. C'est aussi un sujet sur lequel Areva accompagne ses clients. Voilà, je vous remercie. Merci. Je vais passer donc maintenant la parole à Emmanuel Turpin, qui suit depuis 1995 au sein de Morgan Stanley les utilities européennes,
Donc ça fait bientôt 20 ans. Et son métier, si je ne me trompe, c'est au fond d'émettre des recommandations pour les investisseurs institutionnels, savoir s'il est bon ou pas d'aller dans cette direction. Absolument, merci. Afin d'être bref, je vais axer ma présentation sur 3 questions. Mon rôle, pour bien le préciser, pourquoi le thème de l'extension de durée de vie nucléaire est important dans ce que je fais, et peut-être pour finir, la perspective des marchés financiers, comment ces marchés financiers appréhendent-ils ce thème, pourquoi c'est important pour eux. Je dirais aujourd'hui que ma présence devant vous, c'est peut-être une compétence marché financier avant tout, beaucoup plus qu'une compétence industrielle ou qu'une compétence économique. Pour commencer, mon rôle d'analyste financier, pour qu'il soit bien clair pour tout le monde, je travaille sur les actions des sociétés cotées en bourse. Je travaille sur l'industrie des utilities, c'est un thème anglo-saxon, ça couvre les sociétés d'électricité, de gaz, de propreté, d'environnement. Je travaille, et ça c'est très important, sur la base de données du domaine public, sur les résultats des sociétés, les rapports annuels, les présentations qu'ils peuvent faire devant nous, sur les échanges qu'on peut avoir, bien entendu, au sein de conférences comme celle-ci. Mon rôle, je le présenterai très simplement comme étant un rôle d'analyse du portefeuille des actifs des sociétés que je couvre, de la qualité de ces actifs, de la stratégie des sociétés, du modèle économique qu'ils présentent, bien entendu des états financiers, mais aussi et surtout des perspectives à venir. Les marchés sont uniquement dans la perspective. Et clairement, le sujet du nucléaire et de l'extension de durée de vie colle très bien à cette perspective. Alors, il va paraître assez évident que quand on couvre le secteur de la production d'électricité ou de la production d'énergie en Europe, le nucléaire est un thème central. Et quand on parle de profil de risque d'une entreprise, d'état financier à venir, de valorisation, la durée d'opération à venir pour le parc nucléaire est absolument centrale. Plein d'interrogations, d'incertitudes, et c'est le rôle des marchés financiers, analyser cette incertitude et la valoriser. Mon rôle est de donner mon opinion, comme 20 ou 30 autres de mes collègues et concurrents d'autres banques d'affaires. Alors, maintenant, les marchés financiers. Je serais tenté de poser la question, pourquoi s'en préoccuper ? Pourquoi même penser aux marchés financiers sur ce thème de l'extension de durée de vie ? Bon, les marchés financiers, c'est rien de plus qu'une source de financement pour l'économie. C'est aussi simple que ça. Quand on l'applique à l'industrie des utilities, c'est une source de financement importante parce que les utilities sont extrêmement intenses en capital. Il faut bien financer ces projets de développement, les capex de maintenance, les projets de développement. Soit vous n'avez pas besoin des marchés financiers, vous avez assez de ressources internes, vous avez peut-être accès à la fiscalité si vous êtes un actif d'État, vous avez des banques particulièrement généreuses et qui peuvent vous financer entièrement. Dans la plupart des cas, étant donné les montants dont on parle, il faut soit avoir recours aux emprunts obligataires, soit parfois demander du capital au marché financier. À tout instant, le marché, quel que soit le sous-jacent, va mesurer le risque, mesurer les perspectives et se décider à suivre un projet d'investissement ou à ne pas le suivre. Donc la capacité des émetteurs à pouvoir convaincre les marchés financiers du bien fondé de l'investissement est absolument clé pour pouvoir accéder à l'investissement. C'est le cas pour le financement d'un réseau, ça peut être aussi le cas dans le cadre d'investissements nucléaires. On l'a vu principalement à l'étranger et nous le voyons aujourd'hui par exemple au Royaume-Uni, qui a un vrai programme de construction de nouveaux nucléaires et l'opérateur en charge ou le consortium en charge de ce projet va devoir avoir recours à un financement de marché qui est principalement obligataire. Alors, que veulent les marchés dans ce contexte ? Les marchés sont vraiment très simples. Un marché peut investir sur un nombre quasi infini de projets différents. Quel que soit le projet, il va vouloir de la clarté. Et là, nous sommes dans le vif du sujet des utilities, donc de l'électricité et du nucléaire. On veut de la clarté. Sur quoi qu'est-ce qu'on me propose de financer ? On va vouloir de la visibilité. On ne veut pas simplement de la clarté aujourd'hui, je veux de la visibilité sur
plusieurs années. Et plus le montant de CAPEX est important, plus on va vouloir de visibilité. Et au-delà de la visibilité qui m'est donnée à un instant T, le marché va réellement vouloir de la stabilité. Le marché a l'habitude d'être malheureusement surpris par des revirements de situation, des changements de règles, et ça, ce n'est pas bien vécu du tout. Donc avant d'investir, le marché va vouloir qualifier la stabilité des projets et du cadre régulatoire ou économique qu'on nous propose. Alors voilà, clarté, visibilité, stabilité. Maintenant, ce que le marché comprend mal sur le thème spécifique de l'extension de durée de vie du nucléaire, ça va être, premièrement et tout bêtement, le processus qui va amener à l'autorisation de ce programme d'investissement. Ça peut paraître peut-être difficile à envisager pour les personnes dans cette salle qui doivent être tous des spécialistes de ces processus, mais pour des généralistes dans les marchés financiers, on n'y comprend pas grand-chose. Donc il y a des incertitudes, des interrogations. Deuxièmement, les opérateurs de marché, encore une fois des financiers pour la plupart, sont assez éloignés de la réalité industrielle. Étendre la durée de vie d'une centrale, qu'est-ce que ça veut dire ? On n'en a pas vu beaucoup en Europe, on n'en a pas vu en France encore, c'est devant nous. Et je pense que les panels et les discussions de cet après-midi au sein de cette conférence vont être extrêmement intéressantes pour les gens qui regardent le sujet sur les marchés financiers. Et pour finir, les marchés financiers ont beaucoup de mal avec l'incertitude régulatoire, voire de politique énergétique. Si on prend le cas de la France, c'est un débat qui maintenant a lieu en France d'une manière, à mon avis, très saine depuis plusieurs mois. On arrive à la phase de conclusion. Ça va faire beaucoup de bien parce que le marché, ne comprenant pas, prend toujours une situation de recul. Et donc le marché est en attente de savoir à quel bois on va être chauffé. Je voudrais finir par une conclusion très optimiste. Le marché financier ne comprend pas tout, à part le fait qu'il comprend bien qu'il ne le comprend pas aujourd'hui. Mais je vous assure et je vous confirme qu'une fois qu'on lui aura expliqué qu'il aura une situation plus claire, assez visible et si possible pérenne, le marché financier reconnaîtra l'intérêt économique de l'extension de durée de vie, la valorisera à son juste niveau et pour ça on peut mettre en avant les expériences à l'étranger. Nous avons déjà eu des phases d'extension de durée de vie dans des pays comme l'Angleterre sur des sociétés cotées comme à l'époque British Energy et le marché avait totalement reflété ce qui était pris comme une bonne nouvelle financière et économique dans le cours des actions à l'époque. Voilà. Merci pour cet exposé très clair. Avant de passer la parole aux questions de la salle, je vous propose de revenir sur quelques points. On pourrait organiser notre petit débat sous deux volets. Le premier, c'est la question des investissements, que beaucoup ont déjà soulevé ici. Le deuxième volet peut être la question du coût du mégawattheure nucléaire à terme comparé aux autres sources d'énergie. Yves Giraud en a déjà beaucoup parlé. Sur la question des investissements, je voudrais vous poser 2-3 questions pour clarifier les choses. La première, on a vu que l'AEN a fait une sorte de hiérarchie de classement mondial. Quelle est la crédibilité de ces comparaisons? C'est-à-dire quels sont les éléments qu'on met dans l'évaluation de l'investissement? Parce que je suppose, encore une fois sans être expert, qu'il y a des coûts, on n'engage pas tout quand on arrive à 40 ans. Il y a des coûts de maintenance lourdes qui sont engagés avant, il y en aura qui seront engagés après. Comment on fait pour isoler exactement la partie rénovation dans les coûts sur toute une durée d'exploitation d'une centrale? Sur deuxième thème sur les investissements toujours, c'était déjà très bien exposé par Emmanuel Turpin, c'est la question des temps différents entre ce qui est l'investissement prévu sur, mettons, 20 ans et la décision que l'on attend, l'autorisation de lancer, d'exploiter une centrale pour 10 ans de plus, sans que ce soit sûr, comme l'a bien dit hier Pierre-Franck Chevet. Donc il n'est pas sûr non plus de faire 20 ans. Et d'autre part, il y a quelquefois des décisions politiques brutales, comme en Allemagne, où on décide de sortir du nucléaire, ou des pays où il y a une incertitude sur la politique, comme en France. Est-ce qu'il y a donc, comment réagit Emmanuel Turpin l'a déjà dit, ça inquiète les financiers. Comment on arrive à marier ces deux temps? Est-ce qu'il y a aussi une durée minimale de prolongation, c'est-à-dire en dessous de, mettons, 10 ans? Est-ce qu'il devient absurde d'investir si on n'est pas sûr au-delà de 10 ans?
Donc c'était ces deux questions sur les investissements. Qui veut réagir sur ce thème investissement? Yves Giraud? Oui. Moi, je veux bien. Alors, je peux réagir de différentes manières. Hein. 2-3 messages là-dessus. D'abord, pour revenir un instant à l'étude de l'AEN et aux chiffres qui ont été projetés, il faut bien voir qu'effectivement, les chiffres qu'EDF a mis sur la table lors de ses travaux, puisqu'EDF a participé évidemment à ces travaux, sont des chiffres globaux. C'est-à-dire, pour nous, il s'agit bien de tous les investissements nécessaires. Pourquoi? Parce que, encore une fois, EDF a un vrai projet industriel pour ce parc. Et pour ce parc dont j'ai dit qu'il le méritait. Hein, voilà. Et le chiffrage de ce projet, c'est effectivement 55 milliards d'euros jusqu'en 2025. Alors, l'autre message que je voudrais passer, c'est que dans le même temps, il faut évidemment... oui, et donc, encore une fois, ce coût est global et comporte l'ensemble des investissements, y compris de maintenance courante, y compris les pièces de change, etc. Et qui donc ne peut pas être strictement comparé à certains coûts de prolongation qui ont été affichés spécifiquement en tant que tels par certains électriciens. Maintenant, dans l'étude, dans cette excellente étude de l'AEN, il y a beaucoup de chiffres, il y a des fourchettes de chiffres, il y a des chiffres qui sont dans des tableaux et des chiffres qui ne sont pas dans le tableau. Et quand vous ajoutez, par exemple pour les Américains, quand vous ajoutez des chiffres de maintenance courante, etc., que vous retrouvez par ailleurs, vous tombez sur un ordre de grandeur qui est, somme toute, très voisin du nôtre. Et le graphique qu'a montré Jean-Guy Devezeaux est révélateur de ce point de vue-là, parce qu'il a mis des fourchettes, et vous avez vu sur le graphique, si je fais l'exception de la Corée et de l'Ukraine, sauf erreur, et de mémoire, on est sur des sortes de grandeurs voisins. Voilà, première chose. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que, évidemment, ce chiffrage est une estimation. Hein, que nous avons d'ailleurs déjà réduite et lissée, et qui ne s'agit évidemment, pour être très clair, et pour être très clair en particulier vis-à-vis des marchés financiers, et là je me tourne vers le représentant de Morgan Stanley, évidemment il ne s'agit nullement d'un engagement. Il n'y a pas un jour où EDF va signer un chèque de 55 milliards d'euros, évidemment. Nous prenons les engagements affaire par affaire, année après année, avec, je dirais, à la fois la détermination de l'industriel qui est encore une fois un vrai projet pour son parc, et en même temps, évidemment, une énorme prudence financière et par rapport, bien sûr, au contexte industriel, mais aussi au contexte de marché, au contexte réglementaire, etc., qui vit, comme on l'a dit. Ron, vous confirmez cette approche, disons, de la complexité des investissements? Oui, en général. Avec notre étude pour les autres pays, nos calculs étaient basés sur les coûts détaillés fournis par les pays membres. Nous avons utilisé ces éléments en faisant des évaluations des coûts liés à la prolongation de la durée de vie. Séparément, nous avons traité les coûts associés aux améliorations post-Fukushima, car ces évaluations ne sont pas exclusivement associées aux réacteurs prolongés, mais s'appliquent également à tous les réacteurs. Mais pour la France, nous n'avons pas les mêmes détails. Donc, nous avons fait une évaluation en arrière en utilisant les données publiées par la Cour des comptes, par exemple. Donc, je pense que c'est une hypothèse que les coûts de la France incluent une partie des coûts de la maintenance de façon continue, et ça n'existe dans les autres informations. Bien sûr, les coûts liés aux améliorations post-Fukushima en France semblent plus grands qu'ailleurs, mais bon, c'est une question
qu'il vaut mieux poser à EDF concernant les chiffres. Mais en général, nous avons la même méthode de calculer les coûts. Nous avons une formule qui est la même. On calcule les coûts moyens actualisés avant et après la prolongation de la vie. Et la formule inclut les investissements initiaux, les coûts de financement, le coût de combustible, la gestion des déchets, le démantèlement et le coût d'exploitation. Et pour nous, les variables les plus significatifs sont les coûts d'actualisation réels. Mais les coûts, normalement, qu'on calcule, n'incluent pas les coûts pour les LTO. Merci. Sur cette question des investissements, je vais poser une question toute simple. Qui les paye ? Et ça pose la question de la part des marchés financiers, de la part des autres investisseurs. Sur l'exemple américain, Raphaël Berger, puisque les États-Unis sont les plus avancés en matière de prolongation de durée d'exploitation, comment ça s'est déroulé, les investissements aux États-Unis? Qui a assuré ces investissements? Vous êtes bien placé puisque vous avez travaillé aussi à un fonds d'investissement, je crois, là-bas. Écoutez, les investissements, c'est l'investisseur qui détient l'actif qui les paye, alors qu'il les paye dans un contexte de marché qui peut être différent. Donc, dans un contexte, par exemple, où le marché est régulé, l'ensemble des coûts, s'ils sont raisonnables, l'ensemble des coûts encourus sont répercutés aux consommateurs au travers de tarifs. Et les tarifs sont censés être conçus pour permettre à l'investisseur d'assurer la rentabilité de son investissement. Dans un cas où effectivement les électriciens sont exposés à la concurrence, l'électricien perd n'a pas cette garantie à recouvrer et à rentabiliser son investissement. Et c'est exactement dans ces situations-là que se trouvaient les réacteurs de Kewaunee et de Vermont Yankee. Et face à la fois un niveau de marge qui était faible et un niveau d'assurance pour l'avenir qui était faible aussi, qu'ils ont pris la décision de fermer les réacteurs et notamment de ne pas engager les investissements. Emmanuel ? Je répondrai en prolongement de cette réponse. En effet, sur un modèle totalement régulé, la réponse est simple et vérifiée par l'exemple. Pour ce qui est d'un modèle économique libéralisé, dans le cadre d'un opérateur coté sur les marchés, alors le financement se fait à travers les canaux de financement classiques, que ce soit un mix d'emprunts bancaires, obligataires, voire parfois d'appel au capital. In fine, le risque reste bien avec l'actionnaire. Et je voudrais rappeler à ce titre un exemple assez édifiant d'un opérateur nucléaire, de l'opérateur britannique, qui, dans un creux des prix de marché de l'électricité dans le système libéralisé, alors techniquement déposer le bilan, je ne sais pas si c'était le mot, mais en tout cas a dû faire face à une restructuration en profondeur de l'actionnariat. Les actionnaires de l'époque ont tout perdu. Donc il y a un vrai portage de risque pour le cas d'un investissement nucléaire qui a été soit mal calibré, soit dans un contexte économique qui ne justifiait pas à l'époque, je dirais, ou qui n'équilibrait pas les comptes. Vous avez posé une question juste avant sur les enveloppes de CAPEX. Je voudrais signaler que le chiffre de 55 milliards qui a été prononcé pour le programme français est très utile pour les marchés financiers et il est assez moderne dans son effet d'annonce. Mais ça nous permet au moins de pouvoir apporter un début de quantification. Ceci étant dit, nous ne sommes jamais satisfaits de l'information disponible sur les marchés, donc quand on nous donne quelque chose, on en veut plus. J'ai apporté une liste, et en l'occurrence, les 55 milliards, deux questions qui me viennent à l'esprit, c'est on n'a pas forcément le profil dans le temps, et ça c'est très important en actualisation, on n'a pas forcément non plus le découpage entre et si on avait un scénario de non-extension, simplement pour l'entretien au fil de l'eau, combien ça coûte, et ce qui est spécifique à l'extension de durée de vie. On n'a pas le découpage. Ceci étant dit, chacun peut prendre ses estimations, c'est notre rôle.
Et aujourd'hui, le marché se dit, de toute façon, les CAPEX sont en cours de réalisation, donc on se dit que ça va être dépensé. Très utile que vous ayez rappelé que ce n'est peut-être pas forcément le cas si les équilibres ne sont pas respectés. Merci. Sur la question de la prévisibilité, alors je sais bien que le travail d'un investisseur, c'est de prendre des risques, et donc l'imprévisibilité fait partie de sa vie. Est-ce qu'elle est particulièrement forte dans ce secteur de la prolongation des centrales? Il peut y avoir des imprévisibilités liées à des événements comme aux États-Unis, l'émergence du gaz de schiste qui d'un seul coup fait reculer les perspectives du nucléaire. Elles peuvent être politiques, comme mettons en Allemagne. Elles peuvent être réglementaires avec les décisions qui appartiennent à une autorité de sûreté qui peut décider de donner ou de ne pas donner les choses. Quel est pour à la fois l'opérateur et l'investisseur le plus grand danger? C'est l'imprévisibilité du marché, l'imprévisibilité politique, réglementaire? Qu'en pensez-vous? Qui veut répondre? Emmanuel Turpin? Je dirais, dans le cadre européen ou dans le cadre français, c'est une réponse très simple, mais malheureusement sur quelques critères qui sont très difficiles à prévoir. Donc l'économie que le marché va faire de cette extension de durée de vie, ça va être quel volume je vais pouvoir produire pendant quelle durée. Et ça, on a un gros point d'interrogation sur les perspectives d'amélioration de la production en France. Deuxièmement, quel prix je vais recevoir pour ces volumes, et ça c'est réellement pas évident parce que nous sommes dans le cadre européen sur un marché libéralisé où les prix ont vraiment explosé pour commencer, se sont effondrés depuis. Nous avons un cadre spécifique français avec l'AREN, avec les tarifs réglementés, mais il n'est pas évident que ça tienne ou il n'est pas évident de prévoir l'évolution de ces tarifs sur le long terme. Et pour finir, le sujet des CAPEX, même si c'est peut-être la moindre des incertitudes puisqu'on a un chiffre. Bien, ça, c'est, je dirais, les trois interrogations classiques. Au-delà, nous avons aujourd'hui peut-être, nous sommes à l'aube d'un changement majeur dans la structure de l'industrie, amené par le développement fort des renouvelables, l'effondrement des prix dans les pays voisins. Le prix de l'électricité en Allemagne est à 35 ou 36. Il n'est plus à 80. Et peut-être demain, la révolution apportée par les réseaux communicants. Est-ce qu'on arrive sur un nouveau modèle? C'est une réflexion qui débute, qui n'est pas valorisée par les marchés, mais à mon avis, c'est une question à développer. Yves Giraud, en matière de prévisibilité, qu'est-ce que vous redoutez ou attendez le plus? D'abord, on ne redoute rien par définition. Nous avons confiance et nous avons de l'expérience. Nous avons une expérience industrielle, nous avons une expérience de contexte réglementaire et de contexte de marché différents. Et vous voyez, sur le seul thème de la prolongation, je veux dire, nous avons l'expérience du Royaume-Uni, où nous avons déjà obtenu des prolongations qui sont de l'ordre de 7 ans pour les vieux réacteurs graphite-gaz, jusqu'à 20 ans pour Sizewell. Nous avons des perspectives de prolongation, et là, nous sommes bien sur un marché. Je rappelle que sur le Royaume-Uni, nous avons négocié un CFD, mais un CFD pour le new build. Voilà, donc la prolongation de l'existant se fait bien sur le marché. Si je prends l'exemple de la Belgique, nous sommes sur un marché, là aussi, et sur un prix de marché particulièrement déprécié, mais nous avons négocié, aux côtés de nos collègues d'Electrabel, nous avons négocié la prolongation de Tihange 1, à laquelle nous participons à hauteur de 50% et dans des conditions tout à fait remarquables, puisque justement, au travers de la négociation qui a été obtenue avec les pouvoirs publics, qui, au passage, souhaitaient très fortement la prolongation de Tihange 1 pour des questions de sécurité d'approvisionnement électrique de la Belgique, dans ce cadre-là, nous avons obtenu des pouvoirs publics la garantie de la rentabilité des investissements consentis. Voilà. Avec un mécanisme d'ailleurs qui est très intéressant, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui se situe par rapport au marché. C'est-à-dire on n'abandonne pas le marché, mais en même temps il y a un mécanisme qui est créé qui nous permet de rentabiliser l'investissement. Et au passage, j'en profite pour dire qu'au travers d'expériences comme celle-là, en Belgique en particulier, on est bien placé pour savoir ce qu'est le coût de la prolongation, les 600 millions d'euros qui sont publics, mais aussi les autres investissements de maintenance courante, etc. Et encore une fois, nous concluons sur ce plan-là que c'est tout à fait voisin de ce que nous faisons en France.
Et après, j'arrive à la France. Alors certes, la France, on peut la voir compliquée, avec à la fois un marché, avec les tarifs, et avec cette disposition assez cocasse qui nous oblige à vendre de l'électricité à nos concurrents, à nos amis concurrents, à un prix régulé qui est celui de l'AREN. Bon. Pour autant, moi, je dis et je redis que nous avons un projet industriel pour ce parc, inscrit dans la durée. Nous sommes transparents sur ce projet-là et si l'on prend les documents de référence d'EDF depuis plusieurs années, nous sommes constants dans la publication, dans l'explicitation de ce projet industriel. Voilà. Alors certes, il y a une loi qui est en train d'être, comment dirais-je, élaborée. Il est trop tôt aujourd'hui et je suis d'ailleurs pas désigné comme porte-parole du tout sur ce sujet, donc je ne ferai aucun commentaire sur ce qui est en train de se nouer, en particulier au Comité national de la transition énergétique aujourd'hui, où des principes de la loi vont être présentés. Mais il est clair qu'il est de toute façon trop tôt aujourd'hui pour connaître précisément le contenu de cette loi. Il est trop tôt pour porter un avis. Ce qu'on peut dire, en revanche, c'est deux choses. La première, c'est que dans le cadre actuel de la loi TSN, nous estimons, alors bien sûr, on peut toujours rêver mieux, mais nous estimons que nous avons une visibilité suffisante. Et pour prendre le cas justement de la prolongation au-delà des 40 ans, nous avons depuis 2009, donc grosso modo 10 ans avant le passage des VD4, des quatrièmes visites décennales, nous avons engagé avec l'autorité de sûreté un dialogue, etc. Voilà. Alors bien sûr que les autorisations sont données réacteur par réacteur, tous les 10 ans, comme on dit, mais n'empêche que nous avons ce dialogue construit, constant, avec l'autorité de sûreté, avec des dossiers techniques, et donc nous avons à la fois la confiance de l'industriel et en même temps la confiance, si vous voulez, en tant qu'interlocuteur de l'ASN. Bon. Donc ça, c'est le cadre de la loi actuelle. Le cadre de la loi future, je ne sais pas. Mais il est clair que nous demandons, et ça c'est notre position, nous demandons de la visibilité parce que je suis complètement d'accord avec vous, Emmanuel, hein, et avec évidemment Raphaël aussi qui s'est exprimé sur ce plan-là. Nous avons besoin de visibilité. Et ce n'est pas simplement EDF ni les marchés financiers qui ont besoin de visibilité, c'est l'ensemble de l'industrie. Et au passage aussi, d'ailleurs, nos clients. Parce que l'autre partie de l'industrie, la grande industrie lourde, etc., qui, je pense en particulier à la position qu'a eu l'Uniden récemment, a besoin aussi de visibilité sur le coût du mégawattheure. Voilà, donc trop tôt pour faire des commentaires sur la loi, mais en revanche, assez tôt pour dire nous avons besoin d'une visibilité, et d'une visibilité qui est de l'ordre de plusieurs années avant le passage des visites décennales, parce que grosso modo, une visite décennale, vous commencez à investir plusieurs années avant. Merci. Jean-Guy, vous vouliez ajouter un mot ? Oui, un mot sur les durées temporelles qui sont engagées, parce que Yves Giraud vient de dire qu'il faut de la visibilité quelques années avant. En fait, il en faut aussi au moins 10-20 ans. Il faut la meilleure visibilité possible pendant 10 décennies après. Alors là-dessus, on n'a pas de boule de cristal, bien sûr. Il y a des moyens qui existent, qui sont les moyens de prospective, de constitution de scénario. Un des moyens pour réduire peut-être les incertitudes vis-à-vis de ces questions-là, ça peut être la loi sur la transition si il y a des indications qui permettent d'y voir un petit peu plus clair, bien que probablement parmi les idées qui ont été effleurées à l'instant, il y aura celle probablement de reprogrammer une vision énergétique tous les 5 ans, donc une loi qui avancerait par bloc de 5 ans, comme la programmation des moyens de production électrique aujourd'hui. Ce qui va se passer aussi, c'est qu'on doit économiquement s'intéresser à la durée d'exploitation des réacteurs, à donc des termes qui sont de 2030 et au-delà. À ces termes-là, il y a des choses qui vont se produire à la fois dans le monde de la technique et dans le monde de l'économie. Un des points qu'on a évoqués, c'est le coût des moyens de production alternatifs. On a évoqué, ça a été dit, les coûts actuels d'achat de l'énergie solaire ou éolienne en France. Ces coûts vont baisser et ils baisseront sans doute significativement, notamment pour le solaire, dans les décennies qui viennent. On a aussi évoqué, ça a été évoqué par Ron Cameron, je voudrais le rappeler parce que c'est essentiel, les coûts de système. Aujourd'hui, on a des coûts de système qui sont élevés en ce qui concerne les énergies variables. Et donc, un des objectifs qu'on a, c'est de faire baisser ces coûts. Ce qui veut dire aussi que la position du nucléaire à ces temps-là sera peut-être pas exactement dans les usages la même qu'aujourd'hui. La question de la flexibilité des réacteurs pourra se poser de manière un petit peu différente.
le progrès technologique lui-même pourra amener à prendre des décisions qui ne sont pas exactement les décisions qu'on peut imaginer aujourd'hui. D'où l'importance de la prospective. Merci. Je propose, j'avais pensé qu'on pouvait débattre sur le coût économique global du mégawattheure nucléaire, mais Jean-Guy en a parlé aux États-Unis, Yves Vioron en a parlé sur le plan français. Je propose, pour laisser une place au débat avec la salle, de vous laisser poser vos questions. Y a-t-il des questions sur... Oui. Beaucoup de mains se lèvent. Pour la durée d'exploitation, une donnée, c'est donc le prix du renouvellement de la centrale. Donc ma question, est-ce que dans les prévisions, quel est le type de réacteur que l'on prévoit? Est-ce que c'est un des réacteurs choisis dans toute l'offre actuelle, y compris EPR, ou bien est-ce que commence à poindre l'idée de la génération 4? Là, on est dans le côté de la nouvelle production, effectivement, de savoir aussi comment, peut-être une idée sur comment les coûts se comparent entre de nouveaux réacteurs et la prolongation d'anciens réacteurs. Alors, d'abord, le coût du nucléaire existant se compare, et ça a été dit par Jean-Guy, je crois, à un coût de remplacement. Mais de remplacement sans préjuger de ce qu'est le moyen de remplacement. Alors, qui peut être nucléaire, effectivement, qui peut être aussi thermique à flamme, qui peut être ENR, etc. Et de ce point de vue-là, pour être complètement clair, les choix de politique énergétique, les choix de mix, ce sont des choix politiques. Évidemment que les opérateurs et les acteurs, et EDF a son mot à dire, son expertise à apporter, etc. Mais ces choix sont des choix de politique énergétique. Alors, s'agissant du nucléaire neuf, moi, je vous ai dit tout à l'heure, pour l'ensemble des moyens neufs, une fourchette de 70 à 100. J'ai effectivement pas cité le nucléaire neuf, mais le nucléaire neuf peut être dans cette fourchette. Moi, je ne donnerai pas ici, évidemment, de chiffres s'agissant du nucléaire neuf, pour la bonne raison que nous avons l'EPR de Flamanville 3 qui est en cours de construction, mais qui est une tête de série, en quelque sorte, et qui n'est pas représentatif de ce que seraient les coûts d'un EPR industrialisé, optimisé, produit en série, etc. En revanche, le chiffre public de la Cour des comptes nous va très bien, et c'est une fourchette de 70 à 90 euros du mégawattheure. C'est dans le rapport de la Cour des comptes de janvier 2012. Et ce chiffre est, nous le pensons, représentatif de ce que peut coûter du nucléaire neuf dans des conditions en France et dans des conditions d'industrialisation. Alors, la génération 4, écoutez, travaillons déjà sur la génération 3 et Jean-Guy parlera peut-être de la génération 4. Mais au passage, je voudrais dire quand même que, parce que je l'ai dit à demi-mot tout à l'heure quand j'ai dit qu'il ne fallait pas s'empêcher de préparer le futur, c'est clairement, évidemment, dans l'objectif d'EDF, bien sûr, d'achever le chantier de Flamanville 3 et de poursuivre sur cette voie de l'EPR et sur cette voie derrière d'optimisation du produit, de retour d'expérience industrielle, d'exploitation, ce qu'on a toujours fait dans le passé, d'un modèle à un autre, etc. Un mot sur le progrès du nucléaire, parce que la génération 4, c'est le progrès du nucléaire. Le progrès du nucléaire, c'est de maîtriser les coûts, c'est aussi bien sûr d'avoir des fonctions nouvelles. Pour le développement de la génération 4, ce développement arrivera juste après la période qu'on a évoquée. Et outre les nouvelles fonctions que ces réacteurs permettront d'apporter, notamment en termes de gestion des matières et en termes de quasi... ressources infinies d'uranium, puisque vous savez, on pourra disposer des stocks d'uranium appauvris qui nous donneront des milliers d'années d'indépendance énergétique pour la France, ce qui est quand même un point majeur. Ce qui fera l'équilibre économique, c'est non seulement le coût du réacteur, mais le prix de l'uranium, qui lui-même dépendra de la renaissance du niveau de développement du nucléaire dans le monde.
Ce qui veut dire qu'on aura d'abord une phase qui sera une phase non économique, au sens où les choix ne seront pas d'abord économiques, ce sera des choix politiques d'un certain nombre de pays, et puis ensuite, bien évidemment, une phase économique, mais qui arrivera un petit peu après les horizons qui ont été précisés ici. Merci. Une autre question? Pardon, Raphaël. Je veux juste ajouter un élément sur le nouveau nucléaire par rapport à ce qu'a dit Yves Giraud tout à l'heure. Effectivement, on est engagé, enfin Areva avec EDF, à faire en sorte que le retour d'expérience des chantiers EPR, alors qui ont lieu en France, à Flamanville ou à l'étranger, en Finlande ou à Taishan, pour faire en sorte de prendre en compte ce retour d'expérience, pour faire en sorte d'optimiser et de standardiser le produit. L'EPR est présent sur un grand nombre d'appels d'offres à l'étranger. Voilà, on peut penser évidemment au Royaume-Uni, ça a été évoqué à Hinkley Point, mais également en Pologne, en Finlande, à nouveau en Arabie Saoudite. Et on espère bien que toutes ces expériences dont on espère obtenir du succès permettront d'optimiser le produit et permettront d'atteindre un coût cible pour le produit qui est tout à fait cohérent avec la fourchette de compétitivité de 70 à 100 euros du mégawattheure qui a été cité tout à l'heure, puisque notre objectif Areva est pour un coût donc à cible de 60 à 65 euros du mégawattheure pour l'EPR. Merci. Ron voulait ajouter un mot en réponse à la question. Juste une petite publicité. Bon, tous les 5 ans, nous publions un rapport les coûts prévisionnels de production de l'électricité qui donne les coûts moyens actualisés pour les réacteurs envisagés dans le futur, dans les différents pays et comparés aux autres sources de l'électricité. Et donc, en ce moment, ce rapport est prévu en 2015. Donc, c'est une petite annonce. Et vous ne livrez pas de secret avant. Une autre question? Oui, bonjour, Alexandre Dimas, je représente ici Confrontation Europe. C'est un think tank européen qui rassemble 30 000 membres sur l'énergie, la finance, l'industrie. Et on s'intéresse particulièrement au financement de long terme, qui à notre avis sont extrêmement importants. J'aurais une question sur le contexte européen et son impact sur les projets d'extension de durée de vie. Pardon. Je suis comme une centrale nucléaire, j'ai besoin d'eau aussi. Donc en fait, les marchés, ça a été abordé par certains des intervenants. Les marchés, la réforme des marchés européens induit un certain court-termisme et des subventions assez massives aux énergies renouvelables font que les prix sur les marchés de gros peuvent varier de moins 100 euros, donc des prix négatifs. C'est-à-dire qu'un vendeur va payer son acheteur pour récupérer de l'argent, ce qui est en soi assez surprenant, jusqu'à 300 euros du mégawattheure. Et donc en fait, on a une volatilité à court terme extrêmement importante à laquelle s'ajoute une volatilité des prix CO2. Et si je suis un investisseur et que j'ai le choix dans des centrales nucléaires, des énergies renouvelables qui ont une certaine visibilité financière, justement à cause d'aides d'État, et sans compter que cet investissement va être mis en concurrence avec toutes les autres infrastructures, donc dans l'eau, l'environnement, les aéroports, les autoroutes, etc. Comment ce marché, comment cette politique énergétique soutient, impacte positivement ou négativement ces projets? Merci. Oui, peut-être pour Emmanuel Turpin, cette absence de politique européenne, comment pèse-t-elle sur nos sujets? Je relèverai dans votre question la comparaison entre le financement des projets renouvelables et le financement du nucléaire. Le renouvelable est relativement récent dans son développement fort. Les politiques étatiques ont généralement été très favorables, très incitatives. Nous avons des retours quasiment garantis sur des périodes assez longues qui ont fait qu'après un démarrage un peu lent, les financements privés ont abondé. Pas simplement d'ailleurs les financements de marché, mais aussi les financements au titre individuel des auto-entrepreneurs, des sociétés non cotées qui se sont engouffrées et qui ont financé elles-mêmes ces développements. C'était régulé, c'était visible
quasi régulé, visible sur le moyen terme, avec des retours élevés. C'est l'ABC de l'économie. Il n'y a eu aucun problème, les financements ont été trouvés. On pourrait prendre le parallèle avec peut-être le développement du nucléaire dans ses premières phases, il y a 30 ou 40 ans. On n'avait pas peu de financement par les sociétés de droit privé. Dans quasiment tous les pays, il y avait des financements par les États. Alors aujourd'hui, on va tourner une page. Le nucléaire est une technologie prouvée, on comprend bien l'économie du nucléaire et la question se pose, par exemple, sur une extension de durée de vie d'un financement pour les marchés. Pourquoi pas, à condition d'avoir une bonne visibilité. Je note malgré tout que pour le cas du financement du nouveau nucléaire au Royaume-Uni, le marché, plutôt le contrat qui est en cours de négociation, donne une très bonne visibilité sur le long terme. Les marchés financiers ont, semble-t-il, réagi favorablement, car le jour de l'annonce de l'accord avec les autorités britanniques, le cours des actions impliquées dans ces projets a réagi correctement. Donc c'est possible, à condition d'adapter le mode de financement et la visibilité au risque qui est encouru. Maintenant, un petit retour très rapide sur les énergies renouvelables. On s'aperçoit aujourd'hui, pays après pays, que la période des garanties de fort rendement sur le long terme est terminée. C'est derrière nous. Pays après pays, on revient. Le modèle économique a fait ses preuves. On arrive à pricer un peu mieux le risque et le retour. Et maintenant, on se rapproche de mécanismes de prix de marché. C'est très sain. Et je dirais que le renouvelable se rapproche un peu du financement du nucléaire. Yves, ajouter un mot? Oui, moi je voulais dire que certes, le contexte européen aujourd'hui, effectivement, peut être jugé peu porteur, de manière générale, quelles que soient les technologies de production, etc. Et ça a été, vous l'avez très bien dit, monsieur, à cause du développement massif des ENR subventionnés, à cause aussi d'un suréquipement en cycle combiné au gaz qu'il y a eu à une certaine époque, et à cause, enfin, il ne faut pas l'oublier, de la crise économique qui a fortement réduit ou fait stagner la demande. Bon, sachant que sur la question des prix négatifs, très honnêtement, la question des prix négatifs, c'est vraiment, comment dirais-je, tout à fait épisodique et que ça peut être traité simplement par le découplage des énergies, de l'énergie éolienne en particulier, lors de ces moments. Mais moi, je voudrais être positif parce que d'une part, et Emmanuel commençait à le dire, je crois, tous les pays sont en train de revenir à cette régulation des énergies renouvelables en particulier, et commencent à réfléchir à d'autres mécanismes. Et d'ailleurs, quand je parlais tout à l'heure des principes qui sont présentés au CNTE aujourd'hui, il y a l'idée de faire sortir progressivement les ENR de feed-in tarif, de tarifs d'achat, et de mettre plutôt la prime sur la capacité plutôt que sur le kilowattheure, d'une part. Deuxièmement, dans ce contexte un peu perturbé, le nucléaire, je l'ai dit tout à l'heure, est plutôt plus robuste. Hein, et les centrales cash négatives, ce sont des cycles combinés à gaz aujourd'hui en Europe, et ce ne sont pas les centrales nucléaires. Encore une fois, grâce au fait que le nucléaire est quand même relativement moins cher à exploiter. Et puis, troisièmement, pour le nucléaire, moi je pense comme pour d'une certaine manière, peut-être l'ensemble des énergies, je crois que se fait jour, enfin en tout cas moi c'est mon espoir, je crois que se fait jour progressivement l'idée de market design adapté, hein, qui en même temps permettront au marché de continuer à vivre. Parce qu'il faut un marché, en tout cas pour le court terme, pour révéler le merit order, etc. Et en même temps, permettront à des politiques énergétiques de s'exprimer. Et très clairement, ce que j'ai mentionné tout à l'heure sur la Belgique, très clairement, le merveilleux exemple du CFD pour la Grande-Bretagne montre qu'un pays, quand il a une volonté, une politique énergétique, etc., qu'un pays a la capacité de mettre sur pied un système pour sécuriser les investissements. Mais encore une fois, je pense que de toute façon, les investissements de prolongation relèvent quand même d'une logique qui est un peu plus facile que les investissements de new build. Hein, voilà. Merci. Ron? Oui, je peux dire que les incertitudes empêchent l'investissement, c'est clair. Donc, en ce moment, on a beaucoup de difficultés avec les marchés en Europe
Et chaque structure du marché détermine les technologies qui fonctionnent, qui marchent, qui sont rentables. Et en ce moment, la structure du marché en Europe ne favorise pas les centrales nucléaires. Donc il faut prendre des actions pour établir une chambre plat, une chambre égale entre les technologies. Mais c'est une chose différente avec la prolongation de la durée de vie. Donc, dans ce cas, les coûts ne sont pas si hauts. Donc, mais même avec les centrales de gaz, on voit maintenant une difficulté d'avoir l'investissement parce que les incertitudes empêchent l'investissement. Merci. Est-ce qu'on a le temps de prendre une autre question? Une dernière question? Une question, bonjour, qui, pour rebondir sur ce qu'Alexandre vient de mentionner et ce qui a déjà été discuté. On a beaucoup parlé du coût. On a dit que dans le passé, les prolongations de durée de vie avaient été faites, les coûts sont connus, mais la situation d'aujourd'hui n'est pas la situation du passé. Et vous venez de le dire. Pour donner 2 exemples en complément de ce qu'Alexandre a mentionné, hier, on avait quelqu'un de Vattenfall qui présentait les prolongations et les upgrades de puissance. Pour ceux à venir, c'était en rouge avec des points d'interrogation sur les dates. Un projet complexe, aujourd'hui, on se pose des questions. En Allemagne, et M. Turpin l'a mentionné, 38 € du mégawattheure, ce n'est pas un secret, les opérateurs réfléchissent à arrêter plus tôt que prévu leur centrale. Et donc je voudrais, M. Giraud, vous poser une question sur ce que vous venez de dire. Au Royaume-Uni, le nouveau nucléaire, ça se fait avec des mécanismes de garantie. En Belgique, vous venez de dire que Tihange 1, ça se fait également avec des mécanismes de garantie. Est-ce que ça veut dire qu'en France aussi, pour prolonger le parc, on va devoir mettre en place ce type de système et de dire au-delà de la 4e visite décennale, le mégawattheure a également un mécanisme de garantie derrière lui? Merci. Qui souhaite répondre? Emmanuel Jean-Guy. Je voudrais quand même rappeler que l'état actuel des marchés, il n'est pas soutenable. Quand on regarde les coûts moyens de production aujourd'hui dans les systèmes européens, ils sont de l'ordre du double de ce que dit Denis Janin. Quand on regarde dans la prospective énergétique qui peut être faite à un horizon de type 2050, on arrive quand même assez vite. Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a un consensus là-dessus, mais notamment les pressions en termes de choix de mix ou les pressions réglementaires sur les systèmes, malgré le progrès technique auquel nous travaillons tous les jours, mais arrivent à des hypothèses qui, dans certains cas, sont plutôt des doublements du coût de production d'électricité que les niveaux qui sont évoqués là. Donc la question qui est posée, c'est que le système ne peut pas fonctionner comme ça, sinon personne n'investira en quoi que ce soit. Il va bien falloir trouver les moyens pour sortir de cette situation. Et le prolongement des réacteurs existants, c'est très certainement aujourd'hui en Europe un des moyens les moins chers, si ce n'est le moins cher. Ça, c'est économiquement très très clair. Yves Giraud, vous souhaitez... Oui, non, mais effectivement, de toute façon, le prix de marché, avec le prix de marché aujourd'hui, aucun investissement dans un moyen neuf, j'entends, n'est rentable. Bon, simplement parce qu'on a un marché surcapacitaire avec ce mécanisme saisonnière, etc. Donc, je ne sais pas comment vous répondre là-dessus. De toute façon, oui, c'est un problème, mais pour l'ensemble des électriciens et l'ensemble des filières. Et de 2 choses l'une, ou bien la situation perdure, et dans ce cas-là, c'est l'ensemble du secteur électrique qui aura un problème au bout d'un moment, et donc il faudra bien que la situation se corrige, voilà, ou bien la situation se corrige assez rapidement. Et encore une fois, moi je suis confiant parce que les pays européens, l'Allemagne, etc., prennent des mesures, et la France aussi, dans l'envisage, prennent des mesures pour résoudre ce problème. Voilà. Après, si on revient au cas du nucléaire, bon, j'ai envie de dire que c'est quand même pas si simple que ce que vous dites, parce que des garanties, oui, on peut toujours rêver d'avoir un système de garantie complète, etc. Il y a toujours des incertitudes, et en tant qu'industriel, nous sommes là pour prendre un certain nombre de risques, pour limiter ces risques, bien sûr, mais c'est notre boulot aussi de prendre des risques quand on est industriel, et d'avoir un projet quand même, etc. Voilà. Et donc, moi, j'ai envie de dire, c'est pas si simple, parce que vous avez l'Arenh en France. Alors, l'Arenh, qui a vocation à être introduit dans les tarifs, en tout cas dans les tarifs bleus, qui perdurera au-delà de 2015, les tarifs verts et jaunes devant disparaître. Bon.
L'Arenh, c'est une forme de régulation et c'est une forme de garantie d'une certaine manière. Alors, c'est pas si simple non plus parce que les clients peuvent arbitrer entre Arenh et marché, etc. Et puis parce que ça renvoie à la question du niveau de prix de l'Arenh. Donc on verra bien. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a un texte qui a été mis en consultation, un projet de décret qui a été mis en consultation par les pouvoirs publics. Bon, voilà. Et puis après, c'est aussi à nous, moi j'ai envie de dire, c'est aussi à nous, EDF, mais à nous, industrie, et je crois que dans la salle, il y a beaucoup de représentants de tous nos partenaires du secteur industriel. C'est à nous aussi de bâtir un projet qui répond d'une certaine manière aussi à la société, à ce qu'elle attend, etc., à un niveau de coût aussi raisonnable, etc. Et je veux dire encore une fois, quand je disais que les 55 milliards qui ont été affichés, c'est une estimation, c'est un chiffrage d'un projet industriel, et en même temps, c'est pas un chiffre intangible, etc. C'est à nous aussi de nous adapter au cas par cas, année après année, en fonction de l'évolution du contexte, etc., en fonction des choix de politique énergétique et pour répondre au mieux aux clients. Voilà, c'est pas à nous d'imposer tel projet, tel niveau de coût du mégawattheure et de dire derrière, eh bien, le client n'a qu'à payer. Ça n'est pas si simple que ça et c'est d'une certaine manière le revers de la médaille, mais c'est ce qui fait la beauté de notre produit, la beauté de l'électricité. Voilà, c'est que c'est un bien qui répond à une nécessité vitale et que quand on produit de l'électricité, quand on regarde les coûts de production d'électricité, il faut sans cesse penser au client final, au client précaire d'un côté, qui a envie d'une électricité à un prix très faible, aux grands clients industriels aussi qui ont besoin de cette compétitivité-là. Le parc nucléaire a donné la compétitivité de l'électricité à la France. Bon, c'est à nous aussi de faire en sorte de la maintenir dans la durée. Merci. Je crois qu'on pourrait continuer le débat fort longtemps, mais nos invités, à mon avis, sur des sujets arides, ont exprimé des choses avec beaucoup de clarté, parfois avec passion. Et je les en remercie.